December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex, aujourd'hui, en compagnie de mon cher et heureux collègue en pleine forme, pleine capacité de tous ses moyens, Monsieur Papy Joe. Hola, mi azúcar moreno favorito. Oh, tabarnak! Ça va? ¿Cómo estás? Ça va bien. Ça va ton texte que tu t'es écrit? Ben, je suis pas encore parfait, fait que ouais, j'ai marqué celle-là. Tu veux savoir c'était quoi? Ben oui, dis-moi. Comment vas-tu, mon sucre roux préféré? Ah, merci, ça va super bien. Ça va merci. bien. On devait avoir Kit Kat avec nous ce soir, ouais. Malheureusement, il a fallu qu'elle aille chercher une marchette pour une grand-mère. Ah, ben, c'est des choses qui arrivent. Puis, au plaisir. Il y a eu une route barrée. Fait qu'elle n'a pas pu se rendre ici. Fuck. C'est triste. Yes. Ah, manqué ça. C'était un très bon épisode. Je suis fier. Celle-là, je suis vraiment fier. Ben, Pam va être contente. Mamie Pam, là, asti, elle va squirter à travers Twitch, asti. Bon, Papy Joe, s'il te plaît, là. C'est correct dans Papy Joe faire un porno, là, mais dans... C'est elle qui a commencé. Je suis une victime. Allez, elle veut du sang, qu'elle dit. Tu vois? C'est elle. Je suis une victime. Fait que, comme certains le savent, j'essaie d'apprendre l'espagnol. C'est pas une réussite comme vous avez pu entendre, pour l'instant. Mais ça ne fait que s'améliorer. On a vu ça quand on a eu... Kill Cobra, puis tout ça, ça a été bon. Ouais, je me suis quand même... C'était un texte, mais je me suis quand même débrouillé. Mais dans mon processus, je cherche des groupes de musique hispanique qui chantent en espagnol. C'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de groupes hispaniques qui chantent en anglais. Veux pas, ils veulent devenir international. Et évidemment, comme je peux pas juste écouter Kill Cobra comme on vient de nommer, ben j'ai fait quelques petites recherches pour trouver d'autres groupes et j'ai trouvé Cries. Ouais. C'est un nom en anglais, mais c'est un groupe hispanique. Alors, Cries est un groupe de Chili fondé en 2016. C'est quand même assez jeune, récent. Groupe de groove / metalcore. Le style m'a tout de suite accroché. Ça brasse quand même. Ça brasse. Moi, honnêtement, ça m'a accroché, mais j'ai l'impression que c'est le genre de groupe que t'aimes ou t'aimes pas. Fait que ça va être à l'auditeur que, selon moi, est assez mature pour faire sa propre décision. Ils sont composés... Le groupe est composé de 5 membres. Camilo Rivera, au drum. José Luis Vasquez, à la guitare. Pablo Manzano, à la guitare aussi. Rodrigo Pérez, à la vocale, et Pedro Farina à la basse. Mais à la basse, on s'entend, ça sert jamais à rien de basse, là, mais c'est mon avis. Ils ont... C'est pas vrai que ça sert à rien, câlisse. Ils sont seulement 2 albums en ce moment. Premier album en 2017, Psychopata. Deuxième album en 2021, Psychopata 2, El Momento de la Muerte. Évidemment, j'ai rien vu de nouveau qui va sortir bientôt. Fait que je sais pas, c'est encore actif comme groupe, mais j'ai rien vu de nouveau qui allait sortir. Évidemment, la question qui brûle les gens qui sont encore le courage de m'endurer, c'est pourquoi je vais parler de ce groupe. Oui, ça m'intéresse. C'est important, hein? Oui. C'est important. Techniquement, ils n'ont rien fait de mal. C'est vraiment des bons petits garçons pour l'instant. Fait que... C'est plus des balades meurtrières, quoi. Alors, pourquoi j'en parle? Car ça me tente, je fais ce que je veux, hein? Mais plus précisément, ils ont décidé de composer que des baladas de assassinato.
ou en français, des ballades meurtrières. Ce sont juste des ballades meurtrières dans leur catalogue de composition, soit 20 ballades meurtrières. La twist aussi, c'est que ce sont tous des crimes commis en Amérique latine. Fuck le nord de l'Équateur, le monopole des psychopathes délaxés, hein? C'est pas juste nous autres qui l'ont. Check your privilege. Fait que, tu sais, je pouvais pas faire les 20, parce que ça commence à être un peu long, mais j'en ai choisi 4. Fait que non seulement on va découvrir un nouveau groupe, mais aussi on va découvrir 4. nouvelles histoires sordides. Wow! T'as Fait que que- tu nous gâtes à soir, papy? Fait que, primera canción, la execution. C'est la première tune que tu peux partir, VJ, que tu es. Todo el contingente de la provincia se ha movilizado en la búsqueda del sextuple asesino de Nahuel Toro, quien sin ninguna piedad ultimara cruelmente a una madre y a sus 6 pequeños hijos. Existe un serio temor de que este sujeto deje a su paso una estela de sangre y muerte. Ouais. Quoi? Ah, excuse-moi. Ok. Ah, barnac! Fait que... T'as de la misère avec ces retours-là quand c'est Ouais, sur toi, hein? je sais pas, j'attends que tu dises de quoi. C'est toi ton le histoire! Ouais, mais c'est toi le meneur! C'est tout. Fait que... et puis, ton avis pour une première? Ouais, je trouve ça très bon. Parfait, c'est juste ça que je voulais. Fait que, ici, dans la execution, on jase ici de Jorge del Carmen Valenzuela Torres. Il y a une affaire que je comprends pas des Hispaniques, là. Leur nom, c'est toujours long de même. Ça n'a pas de sens. Même moi, que je trouve que mon nom, il est long, eux autres, ils le battent à chaque fois. Fait que Valenzuela, né le 23 août
1938, et t'as pas, j'ai bloqué, et décédé le 30 avril 1963. Son petit nom d'artiste, le chacal de Nahuel Toro. On va découvrir pourquoi. Le chacal. Ça commence bien. Ça s'annonce bien. Valenzuela vivait dans une maison en commune de Nahuel Toro, dans la province de Nuble. Il partageait sa vie avec une veuve, Rosa Elena Riva Acueta, âgée de 38 ans, et ses 5 enfants qu'elle avait d'un précédent mariage avec Oscar Armando Sanchez. Il était décédé plusieurs mois plus tôt. Les propriétaires de la maison les ont finalement expulsés en raison de la réputation sale, d'ivrogne, d'analphabète de Valenzuela. Il a accumulé. Il sait pas lire qu'est-ce qui est marqué sur la bouteille, mais hey, il la retrouve vite avec le nez. Hein? Il sait qu'est-ce qu'il y a dedans, en tout cas. Après quoi, Valenzuela et Riva ont déménagé à la Isla. C'est comme un secteur, une petite île sur la rivière Nublé de la ville Nublé. C'est compliqué, mais j'étais allé voir puis ça existe encore. Le 20 août 1960, Valenzuela attendait Riva dans le ranch qu'il avait construit comme maison temporaire. Je mets en guillemets temporaire parce qu'avec ses états d'alcoolique, d'après moi, tout était pas mal temporaire. Il était déjà bien éméché. Il envoya Riva en mission. OK. Il voulait qu'elle lui rapporte l'argent de sa pension de veuve pour qu'il puisse continuer à boire. Mais Riva n'a pas pu toucher sa pension à cause d'un problème mécanique avec le bus dans lequel elle se trouvait. Elle arriva trop tard au bureau pour avoir le dit chèque de pension de veuve. Lorsqu'elle revint sans l'argent... Lui, il était en sevrage, non? Ouais, c'est ça. Valenzuela entrant en colère et la tua avec une faux. Simple comme ça. Je vais te dire tes 4 pourrait vérités. dire qu'elle a vu la mort. Elle a vu la vraie mort. Toujours, après ce geste inoubliable, toujours ivre autant d'alcool et de colère, il tua chacun de ses enfants. Arriva, piétinant à mort un bébé de 6 mois dans le processus. Oh. Satisfait, Mamie Pam? Après cela, Valenzuela, toujours sous l'effet de l'alcool, s'endormit. Ah, après ça, Petite sieste, c'est l'heure de la sieste. c'est comme faire l'amour, une petite sieste. Après s'être réveillé et avoir vu ce qu'il avait fait, il plaça des pierres sur chacun des corps, bien que l'on ne sache pas pourquoi. Quelques jours plus tard... après ça, il s'enfuit, évidemment. Quelques jours plus tard, Ezequiel Dinamarca, un propriétaire local, a retrouvé le corps des 6 victimes et en a informé les Carabineros du Chili. Une sorte de gendarmerie royale, mais du Chili. Ils sont pas montés puis ils n'ont pas des beaux casques. Un mandat d'arrestation fut lancé avec plusieurs affiches avec la face de Valenzuela. Un mois plus tard, il a été repéré dans le secteur de la commune de Pumeco, où 2 habitants l'ont enfermé dans un sac alors qu'il était en état de sobriété et l'ont remis à la police. C'est ça qui me fait rire. Il était sobre puis ils ont réussi à l'attraper quand il était sobre. T'es peut-être moins fou. Il était peut-être moins fou. Après avoir été arrêté et emprisonné, Valenzuela s'est repenti, est devenu alphabétisé, est devenu un bon catholique et a appris le métier de luthier. Hein? J'ai rien dit. Ah, t'as rien dit? Ok, c'est moi. Son éventuelle exécution par peloton a été considérée comme controversée car elle allait à l'encontre du concept de réhabilitation, dont Valenzuela était considéré comme un excellent exemple. Petite parenthèse pour un peloton, en général, c'est qu'on met une personne avec un bandeau devant les yeux devant un mur et d'autres personnes plus loin sont armées de fusils, puis à go, ben, ils tirent tout dessus. Je pensais pas que ça existait encore dans les années 60, ça, mais ça a l'air que oui.
Alors, première petite chanson. Maintenant, Seconda Canción, La Desierto. Sûrement. Alors, ça revient sur moi. On l'avait entendu la première fois. On était déjà revenus. Oh, fuck! Hein? On est des pros. Fait que... Ici... Un jour, on va te doter. Oh, peut-être. On peut pas montrer un vieux singe à faire la grimace. On parle ici de Julio Segundo Pérez Silva. Merci aussi à Silvio d'avoir expliqué pourquoi que les noms ils étaient aussi longs qu'un Subway. Je vais l'expliquer pour les gens qui sont peut-être voient pas, mais les Hispaniques gardent toujours les deux noms de famille, fait que ça s'accumule assez vite, j'imagine. Alors, ce petit Julio Segundo Pérez Silva est né en 1963, le 15 juillet pour être plus précis. C'est un conducteur de taxi chilien, populairement connu sous le nom du psychopathe d'Alto Hospicio. Hospicio? Il est spécial? C'est Alto Hospicio, c'est Hospicio, un endroit. okay. Ouais, hospice. Ok, j'avais compris Spicio. Il est spécial aussi à sa façon. Ces crimes ont eu lieu dans la région de Tarapacá, plus précisément dans la ville d'Iquique,
d'Iquique et dans la ville d'Alto d'Hospicio, d'où son surnom. Évidemment, tout ça se passe au Chili. Voici son livre de bord en tant que chauffeur de taxi. Le 15 septembre 1998, il a récupéré Gracielia Montserrat Saravia, 17 ans, sur le front de mer d'Iquique. Selon ses aveux, elle lui aurait offert de l'argent en échange de relations sexuelles. Lui, il dit non à ça, je suis pas pour ça. Or, la véritable intention de la jeune femme était de le voler. Hein? Il s'est pas laissé faire. Non! C'est mal volé. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il allait se faire voler, il l'a battu à mort et l'a abandonné sur une plage. C'est une petite réaction un peu excessive, là. Petite montée de colère. Mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, des montées de colère. Tabarnak. On commence. Le 24... Est-ce que ça va de pire en pire, tes histoires? Est-ce que tes amis dans l'eau? Ouais. Ouais, OK. On va se sentir bien à la fin de cet épisode-là. C'est ça, dans le fond. Là. Le 24 novembre 1999, alors qu'il conduisait à Alto Hospicio, il a proposé à Macarena Sanchez, 13 ans, de l'emmener à son école. Après l'avoir menacé avec un couteau et violé, il lui a attaché les mains et l'a jeté dans le Utanjaya. C'est une ancienne mine d'argent du coin. Mais ça a 220 mètres de profond. Okay. Oui! Petite chute. En février 2000, il a attaqué 2 fois en moins d'une semaine. La première était Sarah Gomez, le 21 février, et 2 jours plus tard, Angelica Lay, promotrice de téléphone portable de 23 ans, toutes deux tuées en plein désert. Mais on n'a pas les s'il l'a violé cette fois-là. Le 23 mars de la même année, exactement un mois après la 4e meurtre, il a agressé et assassiné Laura Zola, de 14 ans. Et comme Sanchez, elle a été violée et assassinée à Utanjaya. Oui, dans le puits. Une coupe qui est allée dans le puits. Down the well. C'est dans les Simpsons, ça? Timmy dans le fond du puits. Puis, le 5 avril, il s'en est pris à Catherine Arces, qui l'a violée et assassinée, puis enterré son corps dans une décharge non officielle. Honnêtement, j'étais allé voir c'est quoi des décharges non officielles. C'est juste comme, tu vas voir un monsieur, tu dis genre, je vais me débarrasser de mon auto. OK, pas de trouble. On renterre. C'est ça, des décharges non officielles. Fait que là, je sais pas s'il a demandé à quelqu'un pour se débarrasser du corps, mais on le sait, c'est ça. Le 22 mai, Patricia Palma, 17 ans, a quitté le lycée pour rentrer chez elle. C'est à ce moment-là que Pérez l'a kidnappée, violée et tuée, laissant son corps à Utanjaya avec ceux de Sanchez et Zola. Oui! 11 jours plus tard, le 2 juin, il attaque à nouveau. Il a violé et assassiné Macarena Montesino dans le secteur de Pampa El Mole, qui a subi le même sort que Lay et Arces. Le même sort est arrivé à Viviana Garrick, 15 ans, qui a été interceptée, violée et tuée d'un coup à la tête. La chance serait cette fois différente puisque le père de cette dernière a mobilisé les proches des autres victimes qui, selon les autorités et la police, avaient fui leur foyer plongé dans la pauvreté vers le Pérou ou la Bolivie. C'est-tu mort en dedans dans le milieu de ta phrase? Peut-être un peu. J'ai manqué un peu de souffle. Mais ça, t'es passé de genre avec de l'intonation à hyper monotone. Hyper monotone. Tout le monde est mort. Il y a un monsieur qui a voulu arrêter ici, Pérez. Quel dégueulasse. Mais ouais, c'est ça. Parce que les autorités du coin, ils disaient toujours « Ah, mais c'est à cause qu'elle s'est enfuie. Elle est partie au Pérou. Elle est partie en Bolivie pour un monde meilleur. » Une meilleure vie. Ouais. Pour cette raison, Pérez n'a pas attaqué pendant 9 mois. Mais le 17 avril 2001, il a frappé à nouveau dans le secteur Autoconstruction, où il a intercepté une enfant de moins de 16 ans. Identifiée uniquement comme Maritza, en la menaçant avec un couteau et l'a violée, mais ne l'a pas tuée. Plus tard, elle a réussi à s'enfuir et à rentrer chez elle. Ils l'ont emmenée à l'hôpital
où ils ont prélevé des échantillons du sperme de l'agresseur. Bien que Maritza n'ait pas pu voir son agresseur à cause de l'obscurité, des mois plus tard, lorsqu'ils l'ont contrôlé, elle a reconnu sa voix. Ils ont comparé les échantillons d'ADN et il a été identifié. Finalement, le 26 février 2004, Pérez, alors âgé de 40 ans, je ferai pas ça à mes 40 ans, a été condamné à la prison à perpétuer avec possibilité de libération conditionnelle après un minimum de 20 ans pour les meurtres de 11 adolescents et 3 adultes. C'est pas beaucoup, là. Attends une minute. Et à 20 ans supplémentaires pour 2 viols et 10 ans pour tentative de meurtre, fixant sa date de libération la plus rapprochée possible à octobre 2051. C'est quand même pas beaucoup. Alors qu'il aura 88 ans. Il est actuellement incarcéré dans l'établissement de haute sécurité du centre de conformité Penitenziare Colina. Si jamais vous voulez y envoyer une petite lettre. Ouais, j'étais allé googler, j'étais allé voir ça ressemble à quoi, puis il y a du barbelé en tabarnak. Parce qu'il reçoit du courrier. En tout cas, à l'entour de la bâtisse, ça doit pas être des enfants de cœur à l'intérieur. Non, ouais. Non. Sûrement pas. Alors, j'espère que c'est toujours dans la satisfaction de ma vie, Pam. Hein? Alors, on passerait à la tercera canción, El Ritual de la Sangre. Ça part.
On m'observe. Je suis déstabilisé. Petite remarque importante que j'ai oublié de dire, c'est que les 2 premières chansons que j'ai montrées, en fait, contre leur premier album, Psychopatha, tout se passe au Chili. OK. Puis le 2e album, en fin de compte, là, ils se sont promenés un peu. Ils se sont dit, gars, on a fait le tour du Chili, on va aller voir en Argentine, au Mexique. Mais on reste Pérou. Amérique latine. On reste Amérique latine, exactement. Fait que c'est une petite note importante parce que vous le voyez au début du vidéoclip, ils ont montré que c'était le Mexique. Fait que pas de surprise. On s'en va au Mexique! Oh, damn fuck! On va aller découvrir la charmante Magdalena Solis, née en 1947. Et sa date de mort est inconnue. J'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé. Et là, elle a un petit sobriquet. Elle s'est fait appeler la grande prêtresse du sang. Faire un petit rappel sur le titre. El ritual de la sangre, c'est le rituel de sang. Ouais. Du sang, ouais, c'est ça. On s'en va en fin 1962, début 1963. 2 frères, Santos et Cayetano Hernandez, des petits escrocs avec une grande vision, se rendirent dans la communauté isolée de Yerba Buena, un village pauvre et pour la plupart analphabète d'environ 50 habitants. Dans un stratagème pour la richesse, ils se proclamèrent prophètes d'anciens dieux incas. Simple comme ça. Ils proclamèrent... C'est pas se passer au-dessus du monde, ça. Ouais, c'est ça. Proclamer les dieux, là. Ils proclamèrent que les dieux incas, en échange de culte et d'hommage, leur accorderaient des trésors cachés dans les grottes des montagnes entourant la ville. C'est un sacrifice. Lieu où s'accomplissait également leur rite. Et qu'ils viendraient bientôt revendiquer leur autorité sur leur ancien royaume et punir les non-croyants. Fait cocasse, même si les Incas habitaient le Pérou et non le Mexique. Ils ont convaincu les habitants de Yerba Buena et ont fondé un culte au sein du village, exigeant des hommages économiques et sexuels des membres adultes de tout sexe, ingérant de la drogue lors d'orgies et vendant même certains de leurs subordonnés à des fins commerciales d'esclaves sexuels. On n'est pas encore rendu à la madame, hein? Quelques temps plus tard, les croyants sont devenus sceptiques lorsque les frères n'ont pas tenu leurs promesses. Pour remédier à cela, les Hernandez se sont rendus à Monterrey, à la recherche de prostituées pour participer à l'escroquerie. Il n'y avait pas assez de monde. Non. Ils ont rencontré Magdalena Solis et son frère, qui ont accepté de participer. Ils ont présenté Solis dans les rituels ultérieurs comme la réincarnation de la déesse Qualacticu à travers un écran de fumée et ont convaincu les adeptes de son authenticité. Tabarnak, c'était dur à dire, ce mot-là. Authenticité. Comment ça être fatigué, là? Ça commence Ça recommence, hein? Solis a fini par croire qu'elle était véritablement une déesse réincarnée et a pris le commandement du culte. Là, tant qu'à me faire dire que je suis supposé d'être une déesse, faut croire en qu'est-ce qu'on fait croire, hein? Petite parenthèse. le lead. Ouais. Petite parenthèse, qui est Qualticu ou Qualticu? C'est une déesse de la fertilité, de la terre dans la mythologie aztèque. Fait que juste pour vous rappeler qu'eux autres qui étaient des incarnations. On a passé des Incas aux Aztèques, c'est pas la même chose, mais en tout cas. Elle est aussi connue sous le nom de Teteoinan ou Teteoinan, ça a l'air c'est différent, mère des dieux, ayant donné naissance à la lune, aux étoiles et aux dieux du soleil et de la guerre. Elle recevait aussi les noms de Toki, notre grand-mère, Tonantzin et Chichuaqualt, la dame au serpent, déesse des femmes mortes en couche. Tu sais, quand tu as une déesse précisément des femmes qui meurent à l'accouchement, là, c'est rendu fancy. Là. Petite parenthèse de théologie. Au moment où Solis a pris le pouvoir, 2 villageois fatigués des abus sexuels ont exprimé leur désir de partir. Craignant les répercussions, d'autres membres en ont informé Solis et les frères Hernandez. Ceux-ci décrétant que les transfuges seraient sacrifiés. En réponse, leurs collègues ont lynché les 2 transfuges.
Le lyncher, c'est c'est comme la lapidation. Genre, on pitche des affaires jusqu'à temps qu'il meure. Après ces 2 premiers meurtres, la violence et la brutalité de fatigué Solis... de faire le sexe. Hein? Il était fatigué de faire le sexe. Il était mort par snoo-snoo. Référence Futurama. Après ces 2 premiers meurtres, la violence et la brutalité de Solis se sont progressivement intensifiées. Lassée des simples orgies, elle exigeait des sacrifices humains et inventait un rituel de sang. Tous les membres de la secte ont brutalement battu, brûlé, coupé et mutilé leurs victimes, qui étaient toujours un membre dissident. Tu sais, c'était genre, je suis pas sûr que c'est là. Un dissident! Allez hop, on coupe. Ah, on tue. Avant d'être laissés se vider de leur sang. Ils déposaient ensuite le sang dans un calice mélangé avec du sang de poulet et des stupéfiants, principalement de la marijuana et du peyote. Le peyote, c'est une sorte de petit cactus. Je pense que le peyote aussi, ça a aidé à créer un peu de LSD. Quelque chose de le fun. Quelque chose de le fun. Dans lequel Solis buvait avant de la transmettre aux frères et enfin aux autres membres. Cela leur aurait conféré des capacités surnaturelles et à la fin du rituel, le cœur de la victime était arraché. Petite image à la pas James Bond, Indiana Jones quand il enlève le cœur qui bat encore. Fondant leur croyance sur la mythologie aztèque, parce que là, ils ont passé des Incas à l'aztèque, Solis et les frères Hernandez ont proclamé que le sang est la seule nourriture que les dieux peuvent ingérer et que leur déesse devait en boire pour préserver sa jeunesse éternelle. Le carnage a duré 6 semaines consécutives au cours desquelles 4 personnes sont mortes et leur cœur a été extrait. Et moi, je vois un petit retour, on en a parlé tantôt justement, d'Élisabeth de Bathory qui se baignait dans le sang des jeunes vierges pour rester jeune. Mm-hmm. Je trouve... Maybe it's Maybelline. Une nuit de mai 1963, Sébastien Guerrero, un jeune de 14 ans, errait dans les grottes où la secte accomplissait ses rites. En enquêtant sur les bruits et les lumières de la grotte, il a vu la secte tuer une victime. Il a couru jusqu'au commissariat le plus proche dans la ville voisine de Villa Grande, à 25 km de là. Épuisé et sous le choc, Guerrero n'a réussi à donner aucune autre description qu'un groupe de meurtriers saisis d'extase rassemblés pour boire le sang d'humains. Je trouve que c'était quand même une bonne explication. Les policiers ne l'ont pas cru. Le lendemain matin, un enquêteur, Louis Martinez, a proposé de raccompagner Guerrero chez lui et de vérifier où il avait vu les vampires. Après leur départ, Martinez n'est jamais retourné au travail. Consterné par la disparition de Guerrero et de leurs collègues, la police a contacté l'armée pour obtenir de l'aide. Le 31 mai 1963, des policiers et des soldats ont mené une opération de répression conjointe à Yerba Buena, arrêtant Magdalena et Eleazar Solis, le frère de Magdalena, dans une ferme de la ville où il était sous influence de la marijuana. Santos Hernandez sera ensuite tué alors qu'il résistait à son arrestation, tandis que son frère Cayantano Cayantano avait déjà été tué par un membre de la secte, Jesuo Rubio, qui affirma plus tard qu'il avait voulu prendre une partie du corps du grand prêtre pour se protéger. Hein? Tu sais, je veux dire, manger un prêtre, ça te protège. De nombreux membres de la secte qui s'étaient barricadés à l'intérieur de la grotte ont également été tués dans des fusillades. Au cours d'enquêtes ultérieures, les cadavres démembrés de Sébastien Guerrero et Louis Martinez ont été retrouvés près de la ferme où résidait Solis. Le cœur de Martinez ayant été retiré, lors de recherches ultérieures, les enquêteurs ont découvert les cadavres mutilés de 6 autres personnes en examinant les grottes. Pour ces 2 meurtres, Magdalena et Eleazar ont été condamnés à 50 ans d'emprisonnement.
Leur culpabilité n'a pas pu être prouvée dans les autres meurtres puisque les membres survivants de la secte ont refusé de témoigner contre eux. Quant aux autres membres de la secte, compte tenu du facteur atténuant tel que leur analphabétisme et leur pauvreté, chacun a été condamné à une peine de 30 ans de prison. Des années plus tard, certains des anciens membres ont commencé à donner des interviews sur la secte. Solis est considéré comme l'un des rares cas documentés d'une tueuse en série à motivation sexuelle montrant des caractéristiques organisées, visionnaires et hédonistes. C'était quand même une des rares, là. L'habitude, c'est toujours des anges de la mort ou des mères qui tuent leur enfant pour avoir les assurances. Ouais. Alors, es-tu prêt? Ouais. Après ce ride-là, on augmente la coche. On empire encore. Yes. Alors, Ultima Canción, El Monstruo de los Andes. Rapport. Ça part. Le moment de la mort est sa passion. C'est ça qu'il répétait pas mal dans le refrain. Fait que, on y va? Yes, ça start, ça a l'air que c'est la coche ultime de l'épisode. Ouais,
Disons que lui, j'ai... T'en as même texté Mamie Pam pour Genre, qu'elle ouais. revienne. Es-tu revenu, là? Vérifier si c'est revenu. Tu vu mon message? J'ai pas vu mon message, il est pas revenu. Fuck it. Fait que un jour, je m'avais acheté des cartes de tueurs en série. Ouais. Et il y avait une seule carte que c'était marqué Mega Killer. Mega killer. Mega Killer. Il y avait une carte. Alors, on va Ça, c'est sympathiser. plus que tueur en série, ça. Ouais. Alright, ça part. Fait que, on va sympathiser avec le dégénéré Pedro Alonso Lopez. Dit, quand avec le titre de la chanson, ça le dit un peu, le monstre des Andes. Simple comme ça. Il est né le 8 octobre 1948 à Épinal. Attends une minute. Faut que je t'interrompe. Netflix veut savoir où c'est que t'achètes ça, des cartes de tueur en série. C'était sur Internet. J'avais trouvé ça, je pense, sur Amazon. OK. Ça fait un petit bout de ça. Là. Ça fait longtemps. Là. C'est même avant la pandémie. Fait que ça refait longtemps. Puis je les ai plus d'ailleurs. Je pense que je les avais donnés en cadeau de fête à quelqu'un. Un homme généreux. Un homme généreux. Alors, il est né le 8 octobre en 1948 à Pipial Narino, en Colombie. Rien n'est vraiment clair dans l'épopée de sa vie. Je veux juste mettre ça... Parce que j'ai checké des trucs en français, des trucs en anglais et même des trucs en espagnol. Certaines choses s'entrecoupent, certaines choses se contredisent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Excuse-moi, mais c'est ce qui m'a fait rire, là, Slideflex. Il a dit « Bye, je m'en vais magasiner. » Hey, tu peux garder ça, un écran ouvert puis magasiner, je fais ça souvent, OK? Alors, à sa naissance, la Colombie connaissait une réelle instabilité politique et le crime y était monnaie courante. Il était le 7e de 13 enfants d'une prostituée colombienne. À 8 ans, sa mère le surprit en train de toucher la poitrine de sa sœur. Réaction qu'elle eut? Ah ouais, dehors, tu décalisses. Évidemment, tu sais, quand t'as 8 ans. 8 ans, tabarnak. C'est quand même de bonheur. Hein? C'est ça. D'après moi, tripoter la poitrine de sa sœur, c'était juste de la curiosité quelconque. Là. C'était nullement sexuel, d'après moi. Lopez devint mendiant dans les rues de Tolima. Un soir, un homme s'approcha de lui et lui offrit de l'héberger. Lopez, désespéré et affamé, n'hésita pas et partit avec lui. Il fut amené dans un immeuble abandonné dans lequel l'homme le viola à plusieurs reprises et le remit à la rue tout de suite après. Durant le viol, Lopez promit qu'il ferait la même chose à autant de petites filles qu'il pourrait. Il a tenu son pari. Après l'agression, Lopez... sa promesse. Après l'agression, Lopez ne fit plus confiance à personne, se cachant le jour et cherchant de la nourriture la nuit. Il quitta Tolima pour se rendre à Bogota, où il joignit un gang de rue. Après un certain temps, un couple d'Américains ayant pitié de l'enfant amaigri qu'il était devenu, l'emmenèrent chez eux et l'inscrivirent dans une école pour orphelins. Le temps passa, mais lorsqu'il eut 12 ans, un de ses professeurs abusa de lui. Par crainte, il vola de l'argent au couple et disparut. C'est sûr, tu sais... Ça commence c'est rough. C'est rough, là. Au début, Lopez survécut dans les rues grâce à de petits vols, puis il se mit à voler des voitures, qu'il revendait par la suite. À 18 ans, il fut arrêté et envoyé en prison pour vol. Après quelques jours là-bas, il fut battu et violé par 4 autres prisonniers. On rajoute une couche. Lopez prit sa revanche en tuant 3 des prisonniers responsables. Les autorités le condamnèrent à 2 ans de prison, considérant que cela avait été de la légitime défense. En 1978, Lopez fut libéré. Il alla au Pérou et commença à enlever et tuer des petites filles. Un groupe d'indigènes dont il avait fait disparaître quelques fillettes l'attrapa et le tortura allant jusqu'à l'ensevelir jusqu'au cou et laissé seul dans le désert. Il fut libéré par l'intervention d'un prêtre missionnaire qui passait dans le coin. Quelle erreur. Quel hostie de cave, mêle-toi de tes affaires. Tout le monde a le droit au pardon. Et il fuit vers l'Équateur.
Le fait d'avoir frôlé la mort ne changea en rien ses envies de meurtre, et il continua de tuer des petites filles au rythme de 3 par semaine. Les autorités pensaient que l'augmentation du nombre de petites filles disparues était due à un réseau de pédophilie proxénète ou de prostitution. Quand ça passe sur le dos d'un autre, c'est correct. En avril 1980, 4 corps d'enfants furent découverts. Peu de temps après cette découverte, Lopez, qui tentait d'enlever une petite fille, fut arrêté à la suite de l'intervention de la mère. N'arrivant pas à le faire coopérer, la police amena un prêtre espérant que le tueur se confierait plus facilement à ce dernier. Et il le fit. Il relata les faits dans les moindres détails et avoua avoir tué près de 110 enfants en Équateur, plus de 100 enfants en Colombie et encore 100 au Pérou. Fait qu'on a un petit total approximatif de 300 victimes. Il parla aussi de sa fête des massacres, son modus operandi, où après avoir joué avec les corps des victimes, il les démembrait. Il ne tuait jamais la nuit, car c'était un tueur au grand cœur. Tout le plaisir résidait dans le fait de regarder sa victime dans les yeux pendant qu'il la tuait. La nuit, il rassurait et berçait l'enfant au milieu des cadavres de ses prédécédentes victimes. Lopez ne ressentit aucun remords pour les crimes qu'il avait commis. En prison, il avoua au journaliste Ron Lettner « Je serais content de pouvoir encore tuer. C'est ma mission, c'est ma passion. » Tabarnak! Une belle passion, hein? Ouais, c'est ça, hein? Selon un reportage de la BBC, après avoir été incarcéré pendant 20 ans en Équateur durant l'été 1998, il est relâché pour bonne conduite. Lopez fut emmené vers minuit jusqu'à la frontière colombienne. Ni la Colombie ni le Pérou n'avaient les moyens de le remettre aux mains de la justice. Mais dans un autre documentaire, ils expliquent qu'il a été relâché des prisons équatoriennes le 31 août 1994 pour être arrêté à nouveau 1 heure plus tard en tant qu'immigrant illégal par les autorités colombiennes. Ces dernières l'accusèrent du meurtre d'une fille de 8 ans. À son procès, il fut déclaré irresponsable de ses actes. Il fut envoyé dans un centre psychiatrique de Bogota. En 1998, il est déclaré guéri de sa folie et relâché après le paiement d'une caution de 50 $. Le même documentaire explique qu'en 2002, Interpol a émis un nouveau mandat d'arrêt pour un nouveau meurtre. Sa situation actuelle est inconnue depuis sa libération. Fait qu'on sait pas s'il est encore vivant ou pas, mais il est encore dans la nature à quelque part. Tabarnak. Fait qu'on va se quitter sur un fait cocasse. Parce qu'on aime ça, les faits cocasses sur un tueur qui a tué à peu près 300 jeunes filles. On adore ça. On adore ça. Les éditions du Guinness World Record jusqu'en 2005 ont crédité Lopez comme étant le tueur en série le plus prolifique. Ils l'ont supprimé sur les éditions suivantes après les plaintes selon lesquelles ça pourrait encourager certaines personnes de tuer. C'est ça. Il te manquait un bout à ta phrase. Ouais, c'est bizarre, là. Mais c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est pas super C'est intelligent pas, d'aller c'est mettre quand- ça dans les records. Quand ça devient un concours, Ouais, c'est ça. je pense pas réellement que ça va encourager tant de gens que ça. Mais si ça peut en éviter 3-4, ça serait déjà bien. Ouais, ça peut au moins ne pas d'encourager un. C'est ça. Fait que c'était un épisode bien rempli selon moi. Gros épisode. Gros Ouais. épisode musical et tout en plus. Ouais, et tout était là. That's it. On va savoir où piger quand on demande d'inspiration pour les balades meurtrières. Ah, on va aller faire un petit tour en Amérique latine. J'ai commencé à checker pour les tueurs en Syrie, justement en espagnol, parce qu'il y a des affaires, évidemment, qui n'ont jamais été traduites en anglais ni en français. Fait que je vais peut-être découvrir d'autres choses avec de la musique. Il faut. Eh oui. Il faut si on veut en parler ici. Eh ben ouais. Alright. Ben, Papy Joe, où Oui. est-ce qu'on peut nous suivre pour du bruit à mes oreilles, du crème à mes oreilles? Dubruitamesoreilles.ca, dubruitamesoreilles.com, parce qu'on vit au-dessus de nos moyens. Money, money, money.
Évidemment, on a Twitch, on a Instagram, on a Facebook, on a évidemment Discord si vous voulez venir jaser ou juste dire ou dire à Mamie Pam d'aller coucher son enfant. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je me rappelle pas déjà d'avoir fait ça sur Discord. Moi non plus, mais moi je l'ai fait. Fait qu'allez le faire. Bon. Elle va se faire spammer de plein de monde. Va coucher ton enfant! Yes, bon, ben, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là, ça fait un plaisir. Merci, Papy Joe. Hola! Et à la prochaine, tout le Mi monde. amor. Bonne semaine. Une cerveza.